Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. Coronavirus, plus de 700 cas ont été enregistrés en moins de 2 mois au Mali. Le mal sévit parmi nous pratiquement dans toutes nos régions administratives, a déclaré le Premier ministre Boubou Cissé le week-end dernier. Pourtant, c'est dans ce contexte que les autorités ont décidé de lever le couvre-feu. Quel est le bilan donc de ce couvre-feu? Quels sont les risques de cette levée du couvre-feu et les mesures prises pour faire face au Covid-19 au Mali sont-elles à la hauteur des enjeux? Le Grand Dialogue pose le débat. Nos invités sont Dr Brema Eli Diko, sociologue, professeur à l'université de Bamako, Abdul Wahab Diakité de l'association des consommateurs du Mali Ascoma, et je rappelle que professeur Akori Ag-Iknan, directeur général de l'Institut national de santé publique, qui avait confirmé sa participation, nous a signalé à la dernière minute son indisponibilité. Je suis Mouhamadou Touré, bienvenue à tous nos invités, à nos auditeurs également, et le débat commence. Le Grand Dialogue. Le couvre-feu a été levé sur toute l'étendue du territoire au Mali et nous allons écouter ce reportage de Aboubakrine Yatara qui nous parle des avis des populations sur la levée du couvre-feu au Mali. Pour certains habitants de la capitale, la levée du couvre-feu permettra aux travailleurs dont les activités ne marchent que la nuit de subvenir à leurs besoins. Cependant, d'autres estiment que le couvre-feu doit continuer pour limiter la propagation du Covid-19. Vraiment, ils ont bien fait des couvre-feux levés maintenant, c'est très bon quoi. Depuis l'instauration du couvre-feu, beaucoup de personnes se plaignaient. Beaucoup de gens sont en location, ce n'est pas facile. J'ai été content, très content. Le couvre-feu nous a épargné beaucoup de choses. Ce sont les vendeuses de gargotes qui a un peu touché. Le couvre-feu ne devra pas être levé maintenant parce que la maladie est très dangereuse. Certains spécialistes de la santé sont catégoriques sur la question. Pour eux, cette mesure aura des impacts négatifs. Dr Al-Mustafa Maïga, virologue au laboratoire de l'hôpital Gabriel Touré. On a beaucoup de risques de contamination parce que toutes les mesures qui sont prises ne sont pas totalement respectées. Les lieux de regroupement, les boîtes de nuit, les restaurants et tout ce qui se suit la nuit sont des activités qui vont concourir aussi à la propagation du virus. Et donc, c'est une inquiétude. Rappelons qu'en plus de la levée du couvre-feu, les autorités maliennes ont décidé de proroger jusqu'au 2 juin prochain la fermeture des écoles et de rendre obligatoire le port du masque dans les espaces publics. Instauré depuis le 26 mars 2020 et levé ce week-end, quel est le bilan du couvre-feu selon vous, Dr Brema Eli Diko? Bien, merci pour la question. En réalité, de mon point de vue, c'est très difficile de mesurer l'impact du couvre-feu. Dans la mesure où encore nos mosquées étaient ouvertes, sont toujours ouvertes, le transport public continuait à circuler normalement et bondé, et les marchés étaient bondés. Donc la vie continuait comme si de rien n'était dans la journée. Et la nuit, on faisait donc une sorte de mainmise sur la circulation des personnes. Et donc ça avait un impact économique réel, et ça avait un impact sur le vivre ensemble, dans un contexte de coupure d'électricité, de coupure d'eau. Donc les gens étaient obligés quand même malgré tout de sortir dehors. Vu que dans la journée on était libre de circuler comme si de rien n'était, c'est difficile de mesurer l'impact du couvre-feu. Quoi qu'il en soit, les chiffres donnent des indications. C'est-à-dire qu'au moment de l'instauration du couvre-feu, les chiffres n'étaient pas ceux qui sont aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a eu, il y a eu en tout cas, les chiffres ont doublé, voire quadruplé. Donc on est passé à plus de 700 cas. Ça veut dire que le couvre-feu n'a pas permis de juguler les chiffres. Donc la contamination a continué. C'est pour ça qu'à un moment donné, les gens se disent, bon, couvre-feu ou pas couvre-feu, la maladie va continuer. Parce que ce n'est pas comme si on installe le couvre-feu le soir et donc dans la journée circuler, il n'y a rien à voir. Donc à un moment donné, bon, on n'a pas, l'État a manqué de courage pour fermer les mosquées, il faut dire les choses comme telles, parce que c'est sensible. Mais bon, à mon avis, dans un État de droit, il y a un ministère des cultes, il y a un dialogue entre le Haut Conseil et l'État. On aurait pu faire en sorte que, vu que la Kaaba a été fermée, et que le petit Hajj, donc Umrah, a été annulé, et que la mosquée de Médine est fermée, et que le Vatican est fermé, que les chrétiens au Mali ont accepté de prendre la responsabilité eux-mêmes, sans même attendre l'État, de fermer les églises, que nos chefs religieux
auraient dû s'entendre, mais ça montre aussi tous les clivages qui sont en fait au sein de ces mouvances en fait religieuses au Mali. Donc pour moi, le couvre-feu n'a pas eu un impact réel sur la pandémie. Les gens me diront oui, mais les attroupements se font dans les boîtes de nuit, dans les bars et tout. Mais bon, on peut leur dire que bon, dans la journée, les mêmes attroupements se font. Donc, c'est pas parce que les boîtes de nuit ou autres sont fermées que dans la journée qu'il faudrait continuer comme si de rien n'était. Donc ça, c'est une première réaction. Ok. Abdulwahab Diakité, vous, quel bilan faites-vous de ce couvre-feu? Bon, en fait, le bilan de ce couvre-feu, c'est tout simplement... en fait, demander aux gens, c'est-à-dire obliger les bras valides à ne pas travailler. Parce que quand on manque de courage, on ne doit pas essayer de copier et puis surtout mal copier. Aujourd'hui, tout ce que moi je peux dire du couvre-feu, c'est que réellement, les bras valides ne pouvaient pas travailler. Imaginez un peu, pratiquement, si nous prenons le cas seulement de Bamako, pratiquement tous les ménages mangent dans la rue. Et spécifiquement, ces activités lucratives ont été supprimées carrément, je dis supprimées. La nuit. Les boutiquiers, leur coin. J'ai eu à leur demander, ils disent, ceux qui vendent entre 21h et minuit sont largement supérieurs à ceux qui vendent toute la journée. Donc on est venu parce qu'on n'a pas le courage de prendre des dispositions qui s'imposaient. C'est pourquoi on est parti du couvre-feu. Sinon, même demain, les baptêmes continuaient, les mariages continuaient. C'est pas possible. On a l'impression que la pandémie, là, ce n'est uniquement que la nuit. Donc pour moi, ça, c'est un peu puant. C'est pourquoi vraiment j'ai salué, et j'ai salué effectivement la décision de lever le couvre-feu. Parce que réellement, on n'a pas tapé à la bonne porte. L'État était courageux. Ils allaient prendre toutes les mesures qui s'imposaient. On a vu la Mauritanie. Les camps n'ont pas évolué parce que toutes les mesures ont été prises et effectivement, on les a appliquées. Mais aujourd'hui, le couvre-feu, c'est quoi? La nuit, c'est de vous obliger les gens qui n'ont même pas où d'abord dormir. Parce que la réalité de Bamako, c'est autre chose. Très souvent, les gens ne s'asseyent pas à la porte parce qu'ils le veulent. Parce que l'intérieur l'a exigé. Donc, à 21h, on les oblige à rentrer comme si c'était un troupeau. Donc, c'est ça. En tout cas, personnellement, nous avons salué la décision de la levée du couvre-feu. Parce que ça ne pouvait pas avoir d'impact sur la progression de la pandémie Covid-19. Quand vous dites mal copié, êtes-vous en train de dire que le couvre-feu n'a pas été utile pour le Mali? Mais ça n'a pas été utile. Ça n'a pas été utile. C'est-à-dire, toutes les mesures là, c'est-à-dire, on ne peut pas prendre. Aujourd'hui, en tout cas, ce que moi j'ai vu. Nous sommes aux côtés des populations et nous savons effectivement ce qui la population aspire. Le couvre-feu n'a rien apporté. Il n'a rien apporté. Tout simplement parce que dans les autres pays, ils ont fait ça, donc nous l'avons fait ici également. C'est tout. On n'a pas même mal copié. C'est-à-dire, quand on doit copier dans le bon sens. Mais quand on copie dans le mauvais sens, vraiment, ça laisse à désirer. Le Mali a-t-il copié dans le mauvais sens, comme le pense M. Diakité Diko? Oui, moi je pense que, disons qu'en temps normal, un couvre-feu est nécessaire, mais il y a des prérequis. Donc nous avons copié, comme il a dit M. Diakité, nous avons mal copié parce que la situation malienne elle est différente des autres situations. Ça fait 8 ans que les Maliens vivent une crise sécuritaire sans précédent qui a impacté l'économie. Donc les gens sont dans une stratégie de survie. Nous avons plus de 130 000 déplacés, sans compter les réfugiés. Et donc, il y a eu à chaque fois des mesures assez drastiques pour contrôler l'état d'urgence qu'on a renouvelé. Au Mali, nous vivons au jour le jour. La structure de nos familles ne nous permet pas de nous confiner comme on le fait ailleurs. Et d'ailleurs, si je prends le cas de la France, les gens ont été confinés. L'État a pris des mesures de soutien aux entreprises. Et les gens qui pouvaient faire le télétravail l'ont fait et l'État leur versait de l'argent. Or, au Mali, d'abord, les entreprises ne sont pas toutes répertoriées.
qu'elle soit individuelle ou privée, en tout cas collective. Et le problème, c'est que je prends la question de Sotraman et des cars. L'État a pris, donc le ministère des Transports a pris une mesure pour dire que non, il faudrait désormais ne prendre que la moitié de l'effectif requis. Bon, sauf que la mesure était inopérationnelle dans les faits, parce que initialement, le conducteur n'est pas forcément le propriétaire, et donc il y a une ration qu'il faut payer par jour, donc il y a un coût pour le transport, il n'y a pas eu de mesure de soutien pour les transporteurs, donc du coup la mesure était inapplicable. Pareil pour les motos, on dit une personne une moto, ben, ça ne marche pas parce qu'il y a certaines personnes qui ont une moto, vivent de la moto pour nourrir leur famille, etc. Mais il n'y a pas eu de soutien là non plus. Donc du coup, on a laissé faire ça. On aime prendre des décisions qu'on sait pertinemment qu'on ne peut pas appliquer. Si les autres l'ont pris, ils ont pris parce que chez eux, les personnes sont répertoriées, les entreprises sont répertoriées. Donc on connaît les manques à gagner par secteur. Et dans ce cas-là, il y a un accompagnement pour le secteur de la culture, pour le secteur de la santé, pour le secteur de l'éducation, etc. Ce qui n'est pas le cas au Mali. Donc on aime prendre des mesures, donc on fait du tâtonnement. Là, on a vu que ça ne marche pas. La question, une des mesures que l'État aurait pu prendre qui marchait, c'est que le Mali était le seul pays de l'Afrique, en tout cas de l'Ouest, qui n'avait pas de cas confirmés. Et donc, on a continué quand même à ouvrir nos aéroports et nous avons accueilli nos compatriotes. Donc, c'est leur droit. Les élections. Effectivement, donc, les avions sont venus. On a le droit d'accueillir nos compatriotes. Je n'ai aucun problème là-dessus. Mais l'État avait le devoir de les mettre tous dans des hôtels, donc en quarantaine, pendant 14 jours. Et l'État devait prendre ça en charge. Et ensuite, on a tenu les élections. À un moment donné, on dit aux gens, ne faites pas des regroupements de plus de 50 personnes. Mais en même temps, on fait quand même les élections où on mobilise des milliers de personnes. Et aujourd'hui, c'est la rentrée parlementaire. Ils sont au CICB. Il y a 147 députés. Donc, de facto, c'est le double. C'est plus que le double. Parce qu'il faut ensuite ajouter à ces 147 des invités qui vont venir à la cérémonie. Qu'on garde les mesures de distanciation ou pas, il y a eu beaucoup de dysfonctionnements dans la communication. Parce que le problème du Mali, c'est que beaucoup de personnes ne croient pas à la maladie. Ou du moins, ils y croient, mais ils se sont dit, mais même si la maladie existe, elle a été importée, elle est venue par avion, ce qui n'est pas faux. Et donc, l'État est responsable d'avoir accepté que les gens viennent et l'État n'a pas été au bout pour ensuite les mettre en quarantaine. Et donc, si on avait mis les premières personnes en quarantaine, peut-être qu'on n'allait pas avoir de cas jusqu'à présent. Et ensuite, on prend l'autre question. Dans tous les Mali, il n'y a que 4 centres de dépistage. Les 4 centres... Sur les députés, on a même vu sur les réseaux sociaux des députés qui se prennent en photo, qui publient sur leur page Facebook et ils sont collés. Bien sûr, ils étaient collés sans respect d'aucune mesure barrière. Et ensuite, il y a eu des enterrements de personnalités dont je ne vais pas citer les noms, où il y avait aussi d'autres personnalités qui étaient venues, et donc au niveau des cimetières, sans aucune mesure de respect de ça. Et ensuite, on voit les policiers eux-mêmes, les gendarmes, les gardes qui faisaient les patrouilles à Bamako, ben, ils étaient dans un véhicule à 5, à 10, à 20. Donc, ils ne respectent pas eux-mêmes les mesures barrières. Donc, en fait, on dit, faites ce que je vous dis de faire, mais ne faites pas ce que je fais. Parce que le problème, c'est qu'on ne peut pas, quand on est un État, on est garant de la sécurité collective, on est garant du bien-être collectif individuel. Quand on adopte une mesure de couvre-feu, on doit savoir qu'il y a des personnes qui vivent d'une économie, qu'elle soit informelle ou formelle, le soir, qu'elle est une économie rentable. Et dans un contexte de Ramadan, le Ramadan est un mois où le communautarisme se développe parce que les gens font des ruptures collectives, ils font des prières collectives, malgré le couvre-feu. Donc, on n'est pas arrivé au bout de notre logique pour pouvoir endiguer les fléaux. Donc, on a laissé les compagnies de transport continuer à transporter des dizaines, voire des centaines de personnes au jour le jour et au vu de tout le monde. Donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les députés vont faire leur rentrée parlementaire au CICB. Ils sont 147 plus les invités. Mais demain, ils vont se retrouver à l'Assemblée nationale. Comment ils vont faire ? Donc, et ensuite, on a pris des mesures pour dire, bon, on va réduire des frais pour l'électricité, l'eau, etc., etc. Mais ça concerne une portion congrue des Maliens. Et à cela s'ajoutent les coupures intempestives d'électricité qui obligent de facto les gens à se mettre devant la porte. Et on va parler de ça tout de suite. Oui. Alors, Abdelwahab Diakité, pensez-vous qu'il y a une négligence dans ces différentes mesures ou dans l'application de ces différentes mesures par l'État ? En fait, vous parlez de négligence. Si effectivement les autorités qui ont en charge la destinée de ce pays avaient réellement un plan de riposte par rapport à cela.
comme le professeur disait tout de suite, là, excusez-moi, M. Diakité, vous êtes en train de vous demander si l'État malien a un plan de riposte face au coronavirus qui a déjà atteint plus de 700 personnes au Mali. Oh là là, M. Touré. M. Touré, oui. Moi, je suis de la société civile. Je ne parle que de ce que je vois. Est-ce que vous comprenez? Allez-y. Ce plan de riposte-là a été copié. Malheureusement, qui ne pouvait pas prendre en compte les véritables préoccupations de notre État. Qui ne pouvait pas faire face à cette pandémie-là. Ce n'était pas possible. Le Mali a été l'un des rares, les derniers pays à avoir des cas. Les premiers cas ont été confirmés le 25. Mais quelques jours avant, le Premier ministre, le tout-puissant Premier ministre est sorti pour dire pourquoi pas nous allons aller aux élections. Donc nous n'avons pas besoin, en tout cas, des conséquences de ces élections-là. Pour nous, l'objectif, ce sont les élections. OK. Maintenant, on a précipitamment pris des mesures. On a précipitamment élaboré ce plan-là. Et vous voulez effectivement que ce plan parvienne à prendre en compte toutes les préoccupations? Non, quand même, M. Touré. Un plan, pour l'élaborer, on fait des enquêtes, on met en compte des stratégies, et en ce moment, ce plan pourrait être opérationnel. Mais malheureusement, c'est-à-dire on a pris à gauche, à droite, à gauche. Les premiers fonds qu'on a annoncés, de 6 milliards 300 là, on a fait juste un réaménagement du budget du ministère de la Santé, voté par l'Assemblée nationale. Pourtant, on ne l'a pas dit. Ce n'est pas un montant qui a été ajouté, c'est un montant qui a été pris dans le budget. Allô? Oui, vous m'entendez? Oui, maintenant je vous entends. Je dis, vous estimez que ce n'est pas de l'argent qui a été ajouté, c'est un montant qui a été pris dans le budget qui existait déjà. Je le dis et je le confirme. Je le dis et je le confirme. C'est pourquoi je dis réellement, on n'a pas eu de plan de riposte. C'est après tout ça là. Maintenant, comme on le dit en Bambara là, Koni et Kéré Serabou, c'est-à-dire quand le village est envahi là, il n'y a plus question de faire des sacrifices. On est déjà partout. Mais pourquoi, M. Diakité, pour mieux comprendre? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas les ressources disponibles? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas d'argent? Pourquoi on n'a pas de plan selon vous et qu'on n'a pas eu d'argent? Non, c'est juste un manque de vision. Un manque de vision. Imaginez un peu, depuis 2018, depuis 2019, les hôpitaux qui sont censés, en tout cas, accueillir effectivement les différentes catastrophes, les différentes pandémies, malheureusement, on procède à une drastique coupure de leur budget. Et c'est tous ces hôpitaux-là sont moribonds. Et vous demandez à quelqu'un dans le commun de prendre en charge quelqu'un qui a des problèmes? Non, quand même, M. Touré, ce n'est pas possible. Aucun hôpital du Mali n'est préparé aujourd'hui à prendre en charge cette pandémie-là. Aujourd'hui, vous passez dans les hôpitaux-là. Vous pensez, c'est sur les autres maladies, hein? On ne prend que les cas des urgences. Même les simples explorations, maintenant, on ne le fait pas dans les hôpitaux. Et vous pensez effectivement qu'on est en train de lutter contre ça? D'accord, pandémie seulement. Est-ce que c'est la pandémie seulement qui tue? Non. Vraiment, notre gouvernement, pas d'exigence, mais réellement, ne pensez même pas que pour eux, le tout-puissant allait nous protéger et la pandémie n'allait jamais être connue dans notre pays. C'est pourquoi même ce discours-là, Kourouche ou pas, nous allons continuer. Non, c'est ça. En réalité, réellement, le Mali n'est pas préparé pour faire face à une telle pandémie. Non, on n'est pas préparé. Vous avez posé une question que je vais adresser à Dr Brema Elidiko. Est-ce qu'on est même en train de lutter contre le coronavirus au Mali? Bon, disons qu'au Mali, il y a eu des initiatives, des actions qu'on est en train de mener. On est en train de tatillonner et on tend vers l'élaboration de ce qu'on peut appeler un plan de prise en charge donc, de cette maladie au Mali et de ses conséquences. En ce sens où, si vous regardez, l'État lui-même l'a dit, dans tous les Mali, il n'y a que 4 centres de dépistage.
ces 4 centres de dépistage sont tous localisés à Bamako. Ça veut dire que si vous êtes à 1600 km donc à Kidal, ben vous n'êtes pas concerné. Vous êtes à Tombouctou à 1000 km, vous n'êtes pas concerné. À Gao, 1200 km, vous n'êtes pas concerné. Or, le problème, c'est que beaucoup de personnes passent par Kai pour venir à Bamako. Et l'hôpital de Kai, on a vu, ils ont fait un sitting parce qu'ils n'avaient pas les moyens promis pour dire que non, attention, c'est une zone de transit, donc il nous faut plus de moyens. Donc ça veut dire que sur le plan même sanitaire, il y a un dysfonctionnement du dispositif et Bamako est mieux loti par rapport aux autres. Or, si vous regardez la carte aujourd'hui du Covid, c'est toutes les régions pratiquement qui sont concernées. Et souvent, c'est même les cercles à l'intérieur des régions qui sont concernées. Et ça, c'est inquiétant parce qu'il y a quand même l'insécurité qui empêche les déplacements de certains cercles au chef-lieu de région. Donc, ça, c'est le premier problème. Le second problème, il y a un seul numéro d'appel. Et souvent, beaucoup de personnes qui ont essayé ont trouvé que ce numéro était saturé. Donc, il fallait faire au moins un numéro par région, à défaut de faire un numéro par cercle, ce qui n'est pas extraordinaire. Nous avons 3 sociétés de téléphonie. La technologie le permet. Et ensuite, il y a l'autre problème, c'est la question des personnes contacts. Quand on voit un Malien, par exemple, qui est arrivé par le vol Air France, il a dû être accueilli par 4 personnes au moins. Quand on vient de la France, on est prisé. Et ces personnes-là ont dû le serrer, lui faire des bisous. Et quand il est arrivé à la maison, il y a ses femmes, ses enfants, ses voisins, les amis, et toutes ces personnes à qui on donne des cadeaux, et tous les colis qu'on a ramenés. Donc vous voyez la chaîne de contamination. Et c'est comme... Donc quand on regarde, on voit que ces personnes contacts-là, et à chaque fois on dit oui, ils font un suivi quotidien. Mais quel est le nombre de personnes qui font le suivi quotidien de ces personnes? Suivi quotidien à distance au téléphone, vous appelez quelqu'un, la personne va vous dire « je vais mieux parce que je n'ai pas envie de venir à l'hôpital ». Parce qu'on a vu des témoignages des patients qui sont venus à l'hôpital, qui ont dénoncé les conditions de traitement à l'hôpital. Et donc, qui ont dit « je préfère rester chez moi ». Donc, même quand vous appelez une personne contact, elle va dire... Voilà. Donc, les personnes qui doivent faire le tour avec la protection civile pour prendre la température des gens, parce que le nombre de personnes contacts continue. Et d'ailleurs, de toute façon, on n'arrivera jamais à identifier totalement le nombre de personnes contacts parce que dans la journée, un individu peut rencontrer 100 personnes qui chacune va rencontrer aussi 100 ou plus personnes. Donc, sur le plan sanitaire, on est vraiment mal barré, on n'est pas du tout préparé. Maintenant, sur le plan en termes de gestion des fonds, il n'y a pas une traçabilité sur l'usage des fonds. Ailleurs, c'est l'État qui a débloqué beaucoup d'argent pour venir au secours des entreprises et des individus, des personnes démunies. Au Mali, on a lancé l'appel aux Maliens pour dire qu'il faut envoyer de l'argent. Moi, personnellement, à la place de tous ceux qui ont fait des dons, j'aurais directement mis les pieds dans les hôpitaux, dans les cercles, parce que moi, j'ai fait le tour de certains centres de santé, y compris à Bamako. Vous allez par exemple à Kalabankoro, vous allez voir qu'ils ne sont pas du tout préparés. Ils n'ont pas les outils. Donc, si à Bamako et dans la périphérie, les gens ne sont pas préparés, dites-vous bien que si vous allez dans les régions, ça ne marche pas. Ce qui fait que du coup, les gens ont même du mal à croire que la maladie existe. Parce que bon, l'État dit quelque chose, et puis les gens font autre chose. Et comme l'État n'arrive pas à taper le poing sur la table, parce que l'État lui-même, à un moment donné, s'est rendu coupable en recevant des gens, en ne les mettant pas en quarantaine. Ensuite, on n'arrive pas à fermer les mosquées, alors que les autres, en fait, l'ont fermé. Donc, à un moment donné, bon, les gens disent, bon, peut-être que ce n'est pas vrai. Donc, ce sont autant de choses qu'il faut prendre en compte pour expliquer à la fois le ras-le-bol, mais c'est aussi le fait que, de toute façon, dans nos pays, le palu tue plus que le corona. Depuis que ça a commencé le 26 mars, nous sommes à 700 et quelques cas, mais les palus au quotidien tuent plus. Donc les gens sont habitués... 700 cas contaminés. Voilà. Donc les gens sont habitués à avoir des dizaines de décès de palus par jour. Donc il faut aller travailler pour gagner sa vie. Et si l'État n'est pas capable de savoir même qui tu existes pour te répertorier, pour te venir en secours, donc autant travailler en prenant quelques mesures symboliques, se lavant les mains au savon, mais les masques promis aussi par l'État, le délai qui avait été indiqué par le président de la République lui-même, ce délai-là est largement dépassé pour dire un Malien et un masque. Et je précise que le jour de l'élection, le second tour, il a été annoncé la veille par le gouvernement que chaque Malien qui venait voter chaque électeur allait avoir un masque. Moi, j'ai voté, je n'ai pas eu de masque. Pire, les gens, nous avons tous trempé nos doigts dans la même... comment on appelle ça? L'encre. Dans l'encre. Donc, c'est pour dire que, en fait, l'augmentation des chiffres, pour moi, a quelque chose en rapport avec les élections. Donc l'État doit le reconnaître. À un moment donné, il n'est pas trop tard. Il faut prendre des mesures courageuses et surtout des mesures d'accompagnement des citoyens qui vivent au jour le jour, qui ont perdu beaucoup d'argent avec le couvre-feu, qui s'est finalement s'avérer inutile.
Voilà. Le Premier ministre a annoncé la mesure qui concerne le port obligatoire des masques dans les espaces publics, en rappelant également le programme du président de la République, un Malien, un masque. Sauf qu'aujourd'hui, Abdoulwahab Diakité, il y a certains Maliens qui se demandent est-ce que ces masques seront distribués à la fin de l'épidémie du coronavirus, puisque jusque-là, les gens attendent. Non, en fait, comme l'a dit tout de suite le professeur, nous, au niveau de la société civile, on a posé ce problème, c'était même au niveau de studio Tamani. C'est-à-dire on aurait dû mettre sur place un mécanisme transparent par rapport à la prise en charge de ces mesures-là. Et également, maintenant, mettre, comme il l'a même dit, un comité d'évaluation par rapport à tout cela. Malheureusement, aujourd'hui, on parle de 10 millions, 20 millions de masques. De masques. Malheureusement, on n'a même pas de plan de distribution de ces masques-là. Et finalement, ils vont attendre que tous les Maliens, en tout cas, Covid-19 passe pour que réellement les Maliens puissent accéder à ces masques-là. Je m'en vais vous dire quelque chose. Présentement, nous sommes à Kita. Je suis à Kita. Mais quand on envoie peut-être 200, et on envoie juste 5 masques par ménage. Et pour qui connaît les ménages de nos familles, est-ce que réellement c'est pour que tout le monde puisse avoir un ménage, c'est-à-dire un masque, un malien? Est-ce que ça c'est possible? Non. Les ménages de 20 personnes, on envoie 5 masques. Et finalement, je ne sais pas sur quelle base, le président, quand même, il est parti sur les données de l'INSA certainement, mais malheureusement, ils n'ont pas mis un mécanisme sur place permettant à chaque Malien d'accéder à ces masques-là. Et pour moi, M. Touré, c'est ce qui est extrêmement important, le port des masques-là. C'est ce qui est important par rapport à la lutte contre la pandémie. Parce que les autres mesures-là, moi je sais qu'on les a prises uniquement, en tout cas, parce que on a mal copié déjà, je l'ai dit, on les a prises comme ça. Ce n'est pas pour être appliqué. Mais avec un peu de sensibilisation, réellement, les gens pourraient porter ces masques-là et effectivement pourraient avoir un impact positif. Justement, vous êtes à Kita. Oui. Avez-vous une idée de la perception de la population de Kita par rapport à cette pandémie? Est-ce que les habitants de Kita croient même à ça? Parce qu'on dit que les élections se sont tenues. Les élections se sont tenues. Et deuxièmement, comme le professeur disait, c'est une maladie qui a été importée. C'est venu dans l'avion pour que les Maliens puissent avoir de l'argent, le gouvernement malien puisse avoir de l'argent. C'est ça leur perception. Oui, vous savez peut-être que vous êtes à Bamako, mais nous qui sommes en contact direct avec les populations, l'impact de ces élections-là sur les taux-là, mais on ne peut vraiment pas le mesurer. Le taux de progression. Parce qu'en fait, pour pouvoir croire à quelque chose, les plus hautes autorités devaient d'abord craindre, poser des actes. Et c'est à travers ces actes-là que la population peut dire attention, tout cela a été fait, ça veut dire que c'est vrai. Voilà, malheureusement, on a mal les choses. C'est pas bon. Je ne pourrais même pas parler de négligence parce qu'on parle de négligence quand on a les capacités de faire face à quelque chose. Cette vision-là, les autorités ne l'ont pas eu, donc forcément, nous allons rester comme ça. Et en tout cas, ce qu'on pouvait leur demander, les masques là, ce n'est pas possible. On a dit 20 millions de masques, et nous savons effectivement la population du Mali, comment dans ces conditions-là, on peut envoyer 5 masques par ménage ou bien par famille. Non, quand même. Docteur Brema, les cartes d'électeurs sont là-bas. Donc, à travers les cartes d'électeurs, on peut donner autant de cartes d'électeurs, on donne chaque électeur un masque, au dixième que ça. Si on veut réellement faire une gestion transparente de la chose. D'accord. Merci, M. Diakité. Alors, Dr Brema Ilidiko, nous ne savons pas quoi faire. C'est ce que vient de dire tout de suite M. Diakité. Est-ce que cela veut dire que le Mali est en direction du chaos par rapport à cette lutte contre le coronavirus?
Alors, direction du chaos, je ne le pense pas. C'est-à-dire que c'est vrai que beaucoup de Maliens ne croient pas à la maladie. Mais pour autant, j'ai rencontré des gens qui n'y croient pas, mais qui portent quand même le masque. Ils se disent, bon, de toute façon, je vais me porter un masque. Et comme c'est un masque lavable qu'ils ont généralement, bon, ça ne coûte rien. Et de toute façon, certains étaient habitués aussi à porter les masques parce qu'ils conduisaient en moto. Donc, mais il y a certains qui pensent que c'est le masque même qui c'est pour ça qu'ils contamine. C'est pour ça qu'ils se méfient des masques achetés, importés. Par contre, ils préfèrent utiliser les autres masques qu'eux-mêmes ils font un masque à la maison. Donc là, on a vu beaucoup d'astuces et beaucoup de personnes maintenant qui commencent à donner des astuces sur les réseaux sociaux sur comment faire. Donc les gens s'auto-fabriquent des masques à partir des tissus qu'ils ont. Que ces masques répondent aux normes ou pas, ce n'est pas leur problème, mais au moins quelque chose qui va les protéger. Ils commencent à faire ça dans les Sotramas. Mais l'autre problème, quand même, de toute façon, des masques, c'est que le gant que moi j'utilise et les masques que j'ai, quand je vais quitter ici, je vais jeter ça dans une poubelle. Et il n'y a pas un plan de ramassage des masques contaminés. Parce que finalement, on ne sait pas qui est contaminé, qui ne l'est pas, tant qu'il n'y a pas un test. Et les tests ne sont pas suffisants. On a entendu que le Mali va recevoir 5000 tests, mais bon, nous sommes 20 millions de Maliens. Il faut pouvoir faire comme la Corée du Sud ou comme l'Allemagne, contrôler, tester systématiquement tous les Maliens. Bon, ça, on en est, peut-être ça, c'est dans les rêves. Mais quoi qu'il en soit, quand on va jeter, chacun jette son masque dans sa poubelle. Et souvent, ces masques vont se retrouver sur des tas d'ordures devant les maisons. Donc, il y a le vent de l'harmattan qui va souffler. Et les masques se retrouvent dans les rues. Et on voit les enfants de plus en plus prendre les masques et porter eux-mêmes. Donc, ça veut dire que la chaîne de contamination peut effectivement nous conduire vers le chaos. Mais bon, après, j'espère qu'il y aura une prise de conscience au niveau du gouvernement pour qu'automatiquement, on commence à faire des campagnes de sensibilisation pour dire, bon, on vous a dit de porter des masques, c'est très important, mais les masques non réutilisables que vous avez utilisés, quand vous terminez de les faire, peut-être mettez dans un sachet et voilà tel dépôt où il faut les mettre au niveau de votre mairie et que la mairie derrière puisse ramener au niveau de... C'est pas, en tout cas, qu'il faut trouver un mécanisme de collecte des masques à usage unique. Et maintenant, on invite tout le monde, même ceux qui n'y croient pas, à porter les masques pour se protéger et protéger les proches. Avec une telle campagne, éventuellement, ça peut marcher. Et sinon, je pense que le chaos, bon, on ne le souhaite pas, mais on en est loin quand même. Parce que, bon, quand on regarde le temps déjà écoulé, entre le 25 mars et maintenant, on est à 700 cas, donc ça va. En moins de 2 mois. En moins de 2 mois, donc ça va. Et la question qui se pose, c'est les mesures qui sont prises aujourd'hui. Est-ce qu'elles sont à hauteur des enjeux? Pour moi, simplement, je ne sais pas si on peut les appeler des mesures. Peut-être certains vont les appeler des mesurettes. C'est-à-dire qu'il y a eu des initiatives. On peut appeler ça mesure si on veut, mais ce n'est pas à la hauteur des enjeux. Dès que le premier cas, en fait, a été déclaré, on aurait automatiquement, la semaine suivante, fait en sorte que le maximum de Maliens aient accès aux masques. À défaut d'interdire les transports privés, en tout cas Sotrama et autres, qu'on trouve un mécanisme que pour obliger tous ceux qui vont en tout cas utiliser ces transports en commun et les cars pour qu'ils aient des masques, comme ils ont essayé de le faire avec les compagnies de transport qui vont entre les villes. Ils ont donné des kits de lavage des mains, mais il faudrait pouvoir désinfecter les Sotramas. Et sauf que même si vous donnez l'argent aux propriétaires de Sotramas, ils ne vont pas les faire. Donc il faudrait qu'il y ait aussi là, par quartier et par commune, un dispositif qui permet aux gens de désinfecter ces transports parce que les Maliens ne sont pas prêts à laisser leurs transports pour quoi que ce soit. Bon, maintenant, ces mesures ne suffisent pas parce que, vous savez, il y a toujours des coupures d'eau. Et pourtant, on demande aux gens de se laver les mains au savon. Il y a toujours des coupures d'électricité et on demande aux gens de rester à la maison. Donc, on ne peut pas être confiné dans la chaleur quand il fait la nuit 37 degrés et dans la journée 45 degrés. Ce n'est pas du tout possible. Donc, il faut faire des efforts pour que l'électricité soit courante, pour que l'eau soit courante et que, surtout, qu'on puisse accompagner les petites entreprises, les moyennes entreprises et même les grandes entreprises qui sont en train de mettre au chômage technique, mais pour aussi souvent, il y a des entreprises qui vont complètement fermer parce qu'elles n'ont pas pu s'ouvrir pendant des mois. Donc il faut à un moment donné voir, recenser, pour voir quel soutien on peut apporter, financier bien entendu, à ces petites et moyennes entreprises, parce que ce sont derrière chaque entreprise des dizaines de personnes qui doivent payer les loyers, mais aussi penser par exemple au monde des enseignants. Les salaires sont suspendus depuis un certain temps. Pourtant, ce sont des chefs de famille
qui doivent aussi acheter des gels pour leurs enfants, pour leurs familles, qui doivent payer le loyer, mais parce que l'État a fait une rétention de salaire, ils n'arrivent pas à avoir cela, donc on expose la vie aussi des enseignants et de leurs familles et de leurs proches. Abdulwahab Diakité, comment, dans ce cas, convaincre tous ces Maliens qui ne croient pas à l'existence de cette épidémie? Non, en fait, ça dépend effectivement de la position même des plus fortes autorités. Aujourd'hui, en faisant en sorte que les masques soient distribués à hauteur de souhait, un masque et un malien, effectivement qu'on essaie également de respecter ce qu'ils ont dit là, par rapport au port du masque dans les lieux publics, et également au moins de limiter ces cérémonies qui n'ont aucune valeur. Je parle de ces baptêmes, mariages-là qui continuent toujours d'être faits, vraiment d'essayer de prendre les choses. Là, au niveau également des boutiquiers, essayer de faire en sorte que, c'est-à-dire convaincre les boutiquiers à mettre au moins des gels sous forme d'appui. Et ils peuvent le faire, le gouvernement a fait avec tout ce plan-là, et ces sommes annoncées-là. C'est-à-dire mettre ces gels-là devant ces boutiques de quartier-là. Donc c'est avec ça que, dans le temps, les gens pourront effectivement croire à l'existence de Covid-19. Mais tout dépendra effectivement du comportement même de nos plus fortes autorités. Parce qu'en fait, le chef de famille ne veut pas dire, bon, je ferme ma porte à 21h et puis que lui-même il vienne à 0h. Non. Le comportement est d'abord en tout cas, nos responsables. Nos responsables constituent notre vitrine. Donc c'est à travers leur comportement que les populations pourraient effectivement croire à l'existence de Covid-19. Moi, en tout cas, de mon point de vue, c'est ça. Mais surtout la mesure, effectivement, qui peut faire quelque chose, ça, vraiment, ça, c'est le port du masque. Et faire en sorte que tout le monde porte le masque. Et également, comme l'a dit le professeur, le suivi, en tout cas pour le suivi pour les masques utilisés. Là. Bon, tous les masques qui sont importés là, réellement, à travers les réseaux sociaux, personne ne croit à ça. Personne ne croit à ça. D'accord. Brema Ildiko, comment convaincre tous ces Maliens à croire à l'épidémie? Bon, comment convaincre tous les Maliens? C'est assez difficile parce qu'on a des pays tels que le Brésil, par exemple, où le président ne croit pas, les États-Unis, où le président lui-même, au début, ne croyait pas. Donc, du coup, c'est assez complexe. C'est-à-dire que les Maliens, pour qu'ils y croient, il faudrait qu'il y ait un changement, je pense, de comportement. Parce que chez nous, on regarde toujours l'élite, en fait, en tout cas, peut-être celui qui est au pouvoir, donc le responsable. Comme on dit en Bambara, Kamiba Nyemorot, en effet. Donc, si les membres du gouvernement eux-mêmes, les représentants de l'État, l'Assemblée, etc., toutes les institutions, respectent les mesures, à la fois dans les institutions, dans les lieux publics, dans les lieux de rencontres informelles, les gens, ça peut accorder du crédit. Comme on a dit l'autre jour, leurs députés sont venus, ils ont commencé à déposer les pièces, donc à avoir leur kit. Et donc après, on les a vus faire des selfies, sans respect. Pourtant, c'est quand même eux, une institution phare de la République. Donc, c'était une mauvaise image. Bon, ils vont faire la rentrée parlementaire aujourd'hui et ensuite, demain ou après-demain, on les verra. Donc, il faut qu'au quotidien, les actions des représentants de l'État soient des actions qui vont dans le sens du respect des mesures, à la fois sur le lieu de travail, mais aussi dans le système communautaire. Si vous êtes un représentant de l'État, vous dites aux gens de ne pas aller à la mosquée et que vous-même vous allez à la mosquée, ben les gens n'y croiront pas. Donc, pourtant, dans nos différents quartiers, chacun peut te donner des exemples des personnes, des personnalités qui disent oui, bon, la maladie existe, respecter les mesures barrières, mais que lui-même va à la mosquée et qui va séparer ses pieds, qui va coller ses pieds à d'autres. Et pourtant, donc il dit, enfin, il y a une antinomie entre le discours et la pratique. Donc, il faudrait qu'il y ait une congruence entre les discours des hommes politiques, les représentants de l'État et leurs pratiques. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, c'est je pense, dans un premier temps, de faire en sorte que chacun ait au moins un masque réutilisable. En distribuant cela, les gens peuvent commencer à prendre au sérieux la maladie. Mais peut-être après, ce qu'il faut faire, c'est distribuer des kits de lavage des mains au niveau de tous les endroits où il y a des attroupements. Et peut-être quatrième chose, veiller cette fois-ci à l'application réelle
des mesures de port de masque obligatoire qu'on vient de prendre. Parce que sinon, on va dire, mais à chaque fois on prend des mesures, on ne fait pas un suivi, et comme on ne fait pas un suivi, donc ça veut dire que ça n'existe pas. Donc vous voyez, si on avait commencé à sanctionner les propriétaires de Sotraman, et qu'en retour on les avait recensés pour le dédommager, les gens allaient dire oui, ça existe. Mais on a pris les mesures, on a laissé les choses se faire, donc on s'est dit, bon ben, peut-être que l'État, c'est sa façon d'organiser les élections, et puis donc, c'est pour ça, tout ça qu'il y a eu un couac au niveau de la communication, donc un déficit. Il faudrait continuer donc à faire les campagnes, et dernièrement, passer peut-être par des gens qui restent légitimes du point de vue des populations. Ça peut être les chefs de quartier, les chefs des villages, les imams. Mais pour ça, il faudrait que les imams eux-mêmes acceptent de fermer les mosquées. Et comme nous sommes au Ramadan, et que pendant le Ramadan, les imams peuvent gagner beaucoup de choses aussi avec les cadeaux et autres, bon, c'est pas aussi gagné. Donc je pense que ça ne risque pas d'aboutir. Respect des mesures. Abdulwahab Diakité, selon vous, qu'est-ce qui a empêché l'État de mettre en place le même dispositif qui a été mis en place pour le respect du couvre-feu, notamment la nuit, pour que ces mesures soient également appliquées, respectées pendant la journée? Non, vous savez, l'État, il fallait gérer et prévoir. Mais vous n'avez pas d'alternative par rapport au couvre-feu. Comment voulez-vous effectivement que les populations soient confinées? Ce n'est pas possible, M. Touré. C'est ça le problème. L'État n'avait pas d'alternative, c'est pour que réellement, bon, le couvre-feu, là, il ne peut pas faire grand-chose. Mais certains estiment que le couvre-feu est une des mesures qui a été la plus respectée. C'est la coercition, avec la méthode barbare de certains, en tout cas, de certains représentants des agents de sécurité. Au départ, on postulait, et par la suite, c'était quand on te prend 15 000 ou 18 000. Mais malheureusement, de l'autre côté également, pas d'électricité, mais rien. On n'a pas tenu compte des réalités de notre pays. Parce que là, le couvre-feu n'a pas été respecté parce que les gens y croyaient. Parce que tout simplement, il y avait les armes étaient là, les forces de sécurité étaient là, avec leurs bâtons et tout ça. C'est-à-dire qu'en ne respectant pas la personnalité humaine, c'est ça. Sinon, ce n'est pas parce qu'on a respecté. Les gens étaient là. Quand ils sortent, on te bastonne, ou bien il y avait tout, quoi. Pour moi, avec un bon plan, c'est sûr qu'il n'y aura pas tout ça. Mais dans un pays là tout près, il n'y a eu que 7 cas et les 4, il n'y a pas eu d'autres cas. Parce que tout simplement, toutes les mesures ont été respectées scrupuleusement. Mais quand l'État même ne peut pas décider, ce n'est pas la peine. Et est-ce que le discours, les actions annoncées par le Premier ministre lors de son dernier discours ce week-end vont-ils changer quelque chose? Non, parce que pour moi, il ne s'agit pas de dire, mais il s'agit d'appliquer. Par exemple, bon, moi, en tout cas, j'ai aimé quelque chose quand il parle de l'évaluation de l'impact. Cela ne peut pas se faire sans transparence. Il faut réellement que tous les acteurs se réunissent par rapport à ces mesures-là. Donc, il ne s'agit pas de le dire, mais il s'agit de l'appliquer. Il s'agit de l'appliquer. En tout cas, moi, s'il y a quelque chose à dire, c'est vraiment de faire en sorte que le port du masque-là soit effectif par les moyens dans les ressources publiques. Avez-vous un appel à lancer aux Maliens pour qu'ils respectent les mesures barrières contre le coronavirus, rapidement? Voilà. Allô? Oui, alors je vais donner la parole à Dr Brema Elidiko. Dr Brema Elidiko, M. Diakité vient de dire tout de suite, il ne s'agit pas de dire, il faut appliquer. Peut-on s'attendre des autorités maliennes d'appliquer ces mesures et peut-on appeler les Maliens également à croire à cette épidémie et à se protéger? Bon, à mon avis, avec l'augmentation du nombre de cas positifs, l'État malien n'a plus le choix. Ils ne peuvent que persévérer et puis faire en sorte que ces mesures barrières soient respectées et que dans les lieux publics, que les gens aient accès au masque et que le port du masque soit obligatoire. Un dernier mot en fait aux Maliens, c'est de dire que le mal n'arrive pas qu'aux autres. Portez les masques pour vous protéger et pour protéger vos proches. N'attendez pas, même si vous êtes frustré contre le gouvernement, pensez à vos proches, pensez à votre vie.
ça n'arrive pas qu'aux autres. Merci beaucoup et c'est ce qui met fin à ce débat. Je rappelle que le thème était lutte contre le Covid-19 au Mali. Les mesures prises sont-elles à la hauteur des enjeux? La direction générale de l'Institut national de la santé publique qui devait participer à cette émission s'est excusée à la dernière minute. Nous remercions Abdul Wahab Diakité de l'association des consommateurs du Mali Ascoma qui était au téléphone et Dr Brema Eli Diko, sociologue, professeur à l'université de Bamako. À la régie vidéo et audio, Mamadi Keita et Peting Diara. Je suis Mohamedou Touré. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.